Hey, finto. Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent, les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets, à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter, ici et maintenant, de s'engager, aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis 10 ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à finter de plus près, et ça commence tout de suite. Il paraît que certaines tombent dans la marmite dès leur plus jeune âge. Mathilde Margaillan a grandi avec la marmite de l'engagement sur le feu. Ses parents, engagés associatifs de longue date, ont largement contribué à cultiver cette fibre. Mais ce sont les attentats qui ont touché Paris en 2015 qui ont poussé Mathilde Margaillan à l'action. Moins d'1 an après, elle sera élue présidente de la jeune chambre économique de Millau, puis d'Occitanie, et la voilà depuis le 1er janvier 2024, présidente française de cette association internationale qui fédère tout autour du globe des jeunes de 18 à 40 ans dans l'optique d'en faire des leaders citoyens. À l'échelle locale, à Millau comme à Rodez, la JCE porte des projets très concrets. Pour faire rayonner l'Aveyron, la JCE a édité le Monopoly, version Aveyron, et imaginé la mandarelle, le gâteau emblème de Rodez. Pour l'environnement, elle a poussé à l'adoption de poules et pensé le ramassage des mégots. Pour l'emploi, elle a imaginé des speed dating décomplexés. Attachée à son Aveyron natal, aujourd'hui installée à Saint-Félix-de-Lunel où elle a pris le nom de son époux, Mathilde Quintard s'en va porter, pour 1 an, la voix d'une jeunesse engagée et rurale qui entend prendre sa part face aux grands enjeux de notre monde. Sa présidence à elle sera marquée par les Jeux olympiques et paralympiques qu'accueillera Paris, mais aussi par les élections européennes pour lesquelles elle espère mobiliser les jeunes. Face au repli et au désengagement collectif, Mathilde Quintard incarne le plaisir du faire ensemble et la joie de se sentir utile à son échelle. Je vous laisse avec notre conversation au coin de la cheminée. Bonne écoute. Mathilde, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve ? Alors là, on est dans la maison familiale sur l'exploitation de la maison Quintard, qui est du coup l'exploitation agricole de la famille de mon mari, Anthony. Et donc, nous sommes en train de réhabiliter cette maison et notre fils sera la 13e génération à vivre dans cette maison. Donc voilà, c'est un endroit qui nous ressemble et à l'image de la famille que j'ai rejoint il y a quelques temps. Donc c'est sur la commune de Saint-Félix-de-Lunel ? Exactement. On se trouve assez loin de ton Millau natal ? Très loin, à 1h20, pour l'avoir fait quelques fois. Donc quand est-ce que tu es arrivée ici, toi ? Je suis arrivée juste avant le confinement. Alors je me rappelle de repas de famille où on me vendait une vie à Saint-Félix, de partage, de tout ça en me disant tu verras l'été, ça va être magique. Et puis le confinement et le Covid sont arrivés. Et en fait, j'ai vécu dans notre appartement à l'époque où en ne faisant pas connaissance avec du coup toutes ces promesses que l'on m'avait faites. Et depuis 3 ans, je peux dire que j'ai découvert Saint-Félix, j'ai découvert ses habitants. Et du coup, la richesse de la promesse qu'on m'avait faite qui est bien devenue réalité, où effectivement, tu ne sors pas dans le village sans rencontrer des sourires, des histoires, des partages et du bien vivre ensemble, parce que je pense que c'est une commune où on vit bien ensemble. Donc toi, tu as grandi à Millau ? Oui. Dans quelle famille est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis née à Sainte-Afrique, parce que la femme de mon oncle était sage-femme. Donc voilà, une fois de plus, la famille... On va y revenir, je pense, assez souvent, mais c'est un repère dans ma vie, je pense. Et puis du coup, je suis née chez mes parents. Donc ma mère était à l'époque avait une mégisserie. Elle avait repris une affaire familiale avec son frère, la mégisserie. Mon père avait rejoint l'aventure familiale. Et puis j'ai grandi à Millau, la crise du cuir début des années à l'arrivée de ma sœur, de la naissance de ma sœur. Donc mes parents ont dû rebondir. Donc dans cette famille, on va dire modeste, où les valeurs avaient une place très centrale. Où avec ma sœur, on nous a pas laissé le choix, il fallait qu'on réussisse à l'école. Alors la réussite, c'était avant tout une obligation de moyens et non pas de résultats. En nous disant, si vous ramenez un bulletin correct, mais qu'on sait que vous avez fait l'effort pour en arriver là, ça sera super. Par contre, si t'as 16 et que t'as rien fait, y a pas grande valeur. Donc j'ai été élevée, où l'école avait une place quand même centrale. Il fallait qu'on réussisse.
une réussite qui a été demandée, où mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'on y arrive. Donc, on a quitté avec ma sœur le lycée. On a fait nos études à l'UNIO jusqu'au lycée. Et puis après, moi, je suis partie 2 ans sur Rodez. Donc déjà, on avait dit à ma mère, faites lui faire des études courtes parce que Mathilde, elle a pas de grand avenir académique, quoi. Donc, je suis partie en IUT GEA à Rodez. J'ai eu mon DUT 2 ans après. Donc, je suis partie à Clermont-Ferrand. J'ai fait une licence éco-gestion. Et puis, j'avais un rêve depuis des années où ma mère me poussait, en fait, je crois un peu à ce rêve, c'était de partir faire Erasmus. Donc, j'étais pas très très bonne toujours. J'étais toujours dans le 2e tiers de la classe. Et puis, donc ma volonté de faire Erasmus était soumise à la non-volonté des autres devant moi, parce que c'est les premiers qui font leur choix. Et puis, donc, je voulais au début l'Irlande. Voilà, l'Irlande, Galway me faisait rêver. Puis, j'ai fini à La Haye aux Pays-Bas et à Cracovie en Pologne. Et puis, en fait, je crois que les choix, des fois, il faut les transformer en opportunités. Et j'ai vécu une expérience folle, humainement. J'ai appris énormément de choses sur les autres et sur moi. Et je suis revenue de là, j'ai dit oui, bon, c'est bien la gestion, c'est une bonne base pour beaucoup de métiers, mais moi il faut que je donne du sens, sinon je vais vite m'ennuyer. Et donc me voilà partie, j'ai passé le concours pour entrer à l'école de la santé de Rennes, l'école nationale des hautes études en santé publique. Et donc aujourd'hui, voilà, j'exerce un métier où il y a du sens. Donc de La Haye à Cracovie, à Rennes, en passant par Montpellier, quel lien est-ce que tu entretenais avec tes racines ? Parce que ma maman et mon papa sont issus de familles miavoises, purement miavoises, même si ma mère est partie en Belgique pour des raisons professionnelles pour suivre son papa. Mais on a toujours eu un fort attachement à Millau, au sud d'Aveyron, parce que il y a aussi la Payre du côté de ma mère. Ça serait, si je le nomme pas, je vais me faire tirer les oreilles par la suite. Et puis là, je découvre Millau autrement. Je découvre Millau engagé, et puis je découvre la force de la jeune chambre, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde en bonne intelligence et il y a un seul objectif, c'est l'intérêt du collectif. Et là, tu te dis waouh, je suis utile à mon territoire. Et c'est vrai que j'ai commencé à connaître Millau un peu plus de l'intérieur et à m'intéresser du coup à la chose publique par ce biais-là. Et puis après, ma vie perso a fait que j'ai migré vers l'Ouest Aveyron. Alors moi, j'appelle ça le Nord, parce que pour un mi-avoie des compas, le panneau Les Vézous, c'est le Nord. Mais c'est l'œil du chien, c'est l'Ouest Aveyron, du coup, pas très loin de Marciac et de Conques, où je vis maintenant depuis 4 ans. Tu faisais le lien avec la politique. Elle est quand même très présente dans la JCE. Vous suivez des codes très politiques, mais la JCE se veut avant tout comme un incubateur de leaders citoyens. Quelle différence tu fais, toi, entre l'engagement citoyen et la politique ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que c'est un tremplin naturel, la JCE, vers la politique ? Alors, je pense alors oui, on est incubateur de leaders citoyens, et qu'un leader citoyen, ça peut être un engagement politique, ça peut être un engagement associatif, ça peut être un engagement professionnel. Moi, à ce jour, autour de moi, j'ai plutôt de bels exemples d'entrepreneuriat autour de moi, par des gens avec qui j'ai partagé mon engagement à la JCE. Aussi, j'ai des exemples d'engagement politique, mais c'est peut-être à la marge. Après, je pense qu'on a besoin des politiques à la jeune chambre, parce qu'on a besoin d'eux pour trouver de la légitimité dans nos projets. On a besoin d'eux pour aussi asseoir certaines demandes que l'on peut avoir, des demandes de financement pour financer nos initiatives. Et puis on montre que en fait les politiques ont aussi besoin de la société civile et d'une jeunesse. Et moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir, il se fera pas sans l'adhésion et la contribution de la jeunesse à ces choix-là. Donc, je pense que si on peut porter la voix de la jeunesse en tant que membre de la jeune chambre économique, on a gagné, voilà, on a fait un premier pas. Après, que ça soit un tremplin, je pense qu'effectivement, la jeune chambre permet de s'intéresser à la chose publique. Ça, c'est sûr. De mieux le comprendre, surtout. Donc toi, tu as été présidente de la JCE de Millau, de la JCE régionale, aujourd'hui nationale, dans quelques jours, mais quand le podcast sortira, tu seras présidente nationale de la JCE. Qu'est-ce que ça représente de porter la voix de cette jeunesse, justement, sur l'espace politique et l'espace public avant tout, à partir de Saint-Félix-de-Lunel ?
Alors ça représente beaucoup d'organisation. Le premier mot c'est l'organisation. C'est vrai que on en parlait, on en rigole avec ceux qui m'ont mes prédécesseurs, qui m'ont précédé. C'est de dire, c'est sûr que toi quand tu fais Saint-Félix Paris, c'est pas moi quand je fais Nantes ou quand je fais Courbevoie-Paris, parce que Julien faisait Courbevoie-Paris, il prenait le métro pour se rendre au siège de la Jeune Chambre économique française. Moi, ça va demander de l'organisation. Ben, là, typiquement, on a déjà programmé le rendez-vous avec la ministre, qui va me recevoir en février parce que c'est ma semaine de vacances à mon boulot et que je ne suis que bénévole à la Jeune Chambre et que du coup, il faut que j'organise tout ça. Mais après, je suis souvent la dernière rentrée de nos déplacements JCE. Je suis la dernière rentrée. Pourtant, je dois être celle qui a besoin le plus de sommeil. Mais j'apprends à dormir dans le train, dans le hall d'une gare. Et même à covoiturer avec des gens, parce qu'on covoiture aussi pas mal, parce que l'Aveyron c'est quand même bien enclavé. Je crois que tu le dis très bien dans le début du podcast. C'est quand même une région qui est enclavée, et bien souvent la seule solution qui s'offre à moi c'est la voiture. Donc je covoiture, on fait ramassage scolaire entre guillemets, on aime bien se dire ça, et puis on se relaie. Comme ça le trajet est moins loin, moins pénible, et on commence déjà en général à travailler. On fait déjà des mini réunions dans la voiture. Ça nous arrive très souvent, oui. Et est-ce que ça joue justement cet enclavement, cette réalité rurale que tu connais en Aveyron, dans la voix que tu portes au niveau national ? Ah oui, je pense que, et c'est la force aussi de la Jeune Chambre, c'est son maillage territorial. Aujourd'hui, on est présent en France métropolitaine et ultramarine, aussi bien dans des métropoles qu'en milieu rural. Par contre, moi, je pense que je vais porter une voix, c'est vrai, un peu plus rurale, un peu moins connectée aux réalités des grandes métropoles, mais je porterai surtout la voix d'un territoire qui sait travailler ensemble une fois de plus. Et je pense que ceux qui ont pu assister à ma cérémonie de passation le 2 décembre dernier ont tous été unanimes sur ça, en disant waouh, en fait la Jeune Chambre économique de Millau de Rodez, elle vit dans son écosystème, elle gravite avec son écosystème, elle compte pour son écosystème. Donc si je peux porter ça, c'est vrai que peut-être je suis plus à l'aise à parler d'agriculture que de parler de transport en commun. C'est des sujets un peu de prédilection. La santé, c'est quand même mon métier. Je vais peut-être en parler, l'accès aux soins, un peu plus facilement que que mes prédécesseurs ont pu parler de gestion financière, des choses comme ça. Mais c'est la valeur ajoutée. Puis on est là qu'un an, on est que de passage à la Jeune Chambre. Il faut jamais l'oublier. Donc je sais que celui qui me succédera ou celle qui me succédera, du coup, saura amener sa nouvelle touche avec son territoire, parce que la notion de territoire est très très forte à la Jeune Chambre. On parle tu le disais avec la jeunesse, d'une crise de l'engagement, d'une crise du collectif, d'un repli sur soi. Est-ce que tu le ressens ça, et est-ce que tu as aussi envie, avec ton engagement, de dire que ce n'est pas la réalité et que de la fibre d'engagement, il en existe un peu en chacun de nous, ou tu te dis qu'il vaut mieux compter sur les énergies déjà engagées pour faire avancer les sujets? Alors effectivement, nous, la Jeune Chambre, on le voit, cette crise du bénévolat, elle est présente. Alors nous, on maintient nos effectifs. Malgré le Covid, on a maintenu nos effectifs. On est une des seules grosses assos comme ça nationales à avoir pu préserver nos effectifs. Cependant, on le voit parce que moi, les gens avec qui je peux partager des moments dans ma vie perso me demandent, mais t'es payé pour tout ce que tu fais? Alors je dis, non. Mais en fait, je gagne tellement autrement, des opportunités qui me sont offertes, je grandis, en fait, je l'ai toujours dit, j'aurais jamais postulé au poste que j'ai actuellement si j'avais pas été à la Jeune Chambre. J'arrivais, j'avais 27 ans, pas d'expérience, j'aurais jamais pu, tout simplement. Donc la Jeune Chambre m'a énormément apporté. Après, moi, je crois en l'effet du colibri, donc si déjà chacun on arrive à agir à notre échelle, ce serait une bonne chose. Mais j'ai envie qu'on soit plus. Parce que j'ai envie qu'il y ait plus de jeunes Aveyronnais qui puissent se dire, j'ai vécu l'expérience bénévole à la Jeune Chambre économique française, j'en ressors grandi. Tu parles beaucoup des valeurs. C'est quoi les valeurs de la JCE? Les valeurs, c'est, on a un credo à la Jeune Chambre. Donc, on parle de valeurs on parle de lois, de décisions qui doivent s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. On va parler que la personne humaine est la plus précieuse des richesses, que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations, que la liberté des individus assure mieux la justice économique. Donc voilà, c'est des notions de respect, d'altruisme, d'interconnaissance avec des différences. Quand on prend une décision à la Jeune Chambre, on a une procédure parlementaire. C'est-à-dire qu'on vient donner de la valeur à la décision et qu'une fois que cette décision est prise, on ne reviendra pas dessus.
On a un mode de gouvernance annuel qui permet aussi à chacun de prendre sa place, à des idées différentes de se succéder. Et en fait, et à garantir tout de même une certaine durabilité dans le fonctionnement d'une asso qui est managée par des jeunes de façon annuelle. On pourrait se dire, waouh, tous les ans, ça doit être un sacré chamboulement. Mais non, on a toute cette force derrière cette histoire. Donc oui, les valeurs sont fortes à la jeune chambre. Et donc on a ce credo qui nous les répète, ce credo que l'on lit à chaque réunion. Alors je peux vous dire que la première fois quand on entend 2000 personnes, moi au Congrès mondial, 2000 personnes lire à voix haute ce credo, ça chamboule et on se dit waouh, mon voisin qui vient d'Estonie ou ma voisine qui est japonaise, en fait elle croit en les mêmes valeurs que moi, elle a le même idéal, déjà le monde peut que bien fonctionner quand on se retrouve, voilà. Donc c'est très important les valeurs à la jeune chambre. Il y a une réflexion qui me vient. Alors, je ne sais pas comment ça va accoucher sur une question, mais c'est assez intéressant de t'entendre parler, de voir toutes les notions de liberté dont tu parles, cette fibre-là, toi, d'aller de l'avant, d'entreprendre, de foncer. Je ne sais pas si tu te définis comme ça, mais en tout cas, d'aller de l'avant. Et à la fois, là, en épousant un agriculteur, tu t'ancres sur une terre très profondément. Tu t'inscris aussi dans une lignée familiale dont tu parlais. Est-ce que ça va ensemble, ces deux composantes-là, cette envie de liberté, d'international, de mixité sociale et à la fois la vie d'une exploitation familiale? Alors, c'est très drôle cette question parce qu'en fait, je me la suis posée au tout début, en fait, de ma rencontre avec Anthony en disant... est-ce que l'agriculture, moi la vision en plus à l'époque que j'avais, donc moi je viens pas d'une famille, j'avais aucune sensibilité agricole, à part le bien manger et la valorisation du bien manger, ça on s'y retrouvait assez facilement. Mais en fait je suis arrivée chez les Quintard. Et je pense que ça a du sens. Je suis arrivée dans une famille de personnes ultra engagées pour des valeurs, engagées pour un territoire, engagées pour un métier. Et en fait, aujourd'hui, ils me permettent tout cela, eux. Anthony, il a cette capacité à être très ancré dans son quotidien, dans sa réalité, dans son métier, m'avoir une volonté d'ouverture sur le monde. Et je pense que si je prends cet engagement au 1er janvier, c'est parce que ça a été le premier à croire que j'étais en capacité de le faire. Et qui me donne les moyens au quotidien pour m'organiser, hein. Parce que des fois, on me dit, comment tu fais 3 journées en une? Oui, j'ai ma journée de salariat, j'ai ma journée de maman, parce que j'arrive avec un mari qui est agriculteur, donc il ne maîtrise pas ses heures de faim. J'ai appris ça aussi, la patience, parce que moi, l'heure, c'est l'heure. Et là, j'ai appris avec Anthony que des fois, quand une vache vèle, quand un poulailler est inondé, il faut agir. Et après ma 3e journée on va dire de membres JCE, mais tout ça c'est permis parce que les valeurs que je les partage avec lui, je les partage avec eux, parce que quand même mon beau-père elle adore dire qu'il faut se méfier de tout dans la vie, du feu, de l'eau, du feu et des gens de Millau. Donc quand je suis arrivée là, on m'attendait au retour. Mais en fait, j'ai trouvé une famille qui m'accueille les bras ouverts, avec des valeurs essentielles, la notion de l'engagement chez eux est très importante, comme elle était chez mes parents, comme elle l'est toujours chez mes parents d'ailleurs. Voilà. Donc, on peut être ancré et vivre à Saint-Félix-des-Lunel, avoir une vision et des envies peut-être un peu plus internationales. Aujourd'hui, rien n'est impossible, ouais. Rien n'est impossible. Parce que on a une phrase qu'on aime bien se dire avec Anthony, c'est rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc c'est sûr, je vais sûrement moins dormir que mon homologue qui vit à Paris, mais je serais très fière de revenir en Aveyron et dans mon pays, en fait. Voilà. Donc Anthony Quintard, qu'on connaît aussi pour son engagement chez les jeunes agriculteurs, dont il a été le président aveyronnais, peut-être au moment où tu étais présidente de la JCE à Millau, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça que vous êtes connus. Bon, il y avait un passif. Parmi tes modèles d'engagement, Mathilde, il y a ta maman quand même qui a beaucoup compté. Est-ce qu'il y en a d'autres, des modèles autour de toi? Alors, j'ai été élevée... Moi, ma mère, alors oui, c'est sûr, elle est mon repère, mais je pense qu'elle est mon repère, elle n'aurait pas pu être celle qu'elle est sans mon père.
Donc ça, c'est important parce que il a aussi, lui aussi, rendu possible tous les types d'engagement que ma mère a pu avoir. Et ma mère, alors, moi, j'ai été élevée avec des Simone Veil, avec des modèles féministes que ma mère lui était chère, hein, parce qu'elle a vraiment vécu à cette époque-là. Donc j'étais élevée dans ces valeurs-là. En plus, on était 2 filles. Hein. Donc voilà, il fallait qu'on montre que les filles étaient capables. Et puis mon père a toujours dit, moi, je crois en mes filles. Donc je pense que derrière l'engagement et les modèles d'engagement, il y a des modèles d'engagement qu'on ne voit pas, mais qui sont tout aussi essentiels. Moi, il y a ma grand-mère qui me regardait et qui me disait, tu sais Mathilde, je te souhaite qu'une chose dans ta vie, c'est d'être indépendante. Et pour être indépendante, il faut avoir un métier, parce qu'il faut gagner de l'argent. Donc ça a commencé très tôt, ces valeurs de... Là, j'ai des modèles, c'est comme ça. Et puis moi, j'ai un environnement familial et un équilibre familial qui me permet aujourd'hui, qui est mon modèle d'engagement à moi. Parce que je pense que tous les modèles ne sont pas transposables. Et que moi, on est 9 cousins et cousines. 9 cousins germains. On a tous des vies professionnelles, je pense, très engagées, dans des domaines complètement différents. Ma cousine, elle est comédienne. J'ai un cousin qui fait des pizzas bio parce qu'en fait, il était pompier. Il a eu la crise de l'engagement pompier pro. Il a eu cette crise d'engagement en disant, mais je veux travailler pour moi. Et il y en a un autre qui est agent immobilier, une qui travaille pour l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, c'est ce modèle d'engagement, de donner du sens. Enfin, on a tous un métier auquel on donne du sens aujourd'hui. On a tous été élevés dans des valeurs, on y revient, mais dans des valeurs qui étaient super fortes, dans une notion de retour aux sources très importante. Et en fait, même s'ils comprennent pas ce que je fais à la jeune chambre, tous ne comprennent pas, même s'ils commencent à mieux comprendre. Et même si chacun m'a accompagné, je suis partie à Brest pour l'élection, c'est mon cousin de Nantes qui m'a dit, la veille, tu viens à la maison, on te fait un repas, comme ça tu poses le cerveau et tu seras prête pour ce nouvel engagement. C'est ça, en fait, cet équilibre, c'est ça, cette notion d'engagement. Et notamment cette notion où chacun a son truc à faire, en fait. Il faut que chacun soit acteur de sa vie. Et c'est aujourd'hui la notion d'engagement que j'espère pouvoir reproduire et transmettre à Léon, en disant, c'est sûr, il y a des gens qui me font rêver, il y a des notions d'engagement qui me font rêver. Les gens qui ont été à ma place juste avant, hein. Moi, j'avais un modèle, c'est Sophie Marot-Rémy, présidente nationale 2018, quand j'étais à l'époque présidente locale. Elle était maman. Elle avait déjà une vie professionnelle super prenante. Et moi, je me rappelle, je la regardais, elle était sur scène. Je la regardais, je me disais, mais comment elle fait? Superwoman, quoi. Elle prend la parole comme je n'ai jamais, même dans mon parcours pro, je n'avais jamais entendu de personne prendre la parole comme elle. Elle avait à l'époque que 35 ans. C'est des notions d'engagement réel, concret. Et aujourd'hui, je me dis, j'espère que je serai, du coup, source et modèle d'engagement pour certains, et notamment pour Léon, que je lui apprendrai que mon absence, parce qu'il tolère quand même beaucoup d'absence, que mon absence, elle est faite pour donner du sens, et que lui, l'an prochain, non, peut-être pas l'an prochain, il a que 3 ans et demi, il faut lui laisser du temps, mais qu'un jour, il puisse se dire, moi aussi, je vais être acteur de ma vie, je vais donner du sens, et je vais être comme mon papa et ma maman, quoi. Je crois que ça sera le bon modèle, et on aura réussi. Un des défis. Mathilde, je t'amène tout doucement vers la dernière question du podcast que tu connais par cœur, que tu as répété au repas de Noël avec toute ta famille. Mais j'espère quand même qu'elle t'a inspiré. En quoi est-ce que tu crois? Alors moi, je crois en la capacité à chacun de faire ce qu'il doit faire pour arranger le mieux vivre ensemble. Mais pour ça, il faut de l'éducation. Donc je pense que je crois avant tout à l'éducation, parce que pour moi, c'est l'arme la plus puissante au monde pour changer le monde. Alors l'éducation, c'est pas que l'école, c'est pas que les études supérieures. L'éducation, c'est les rencontres, c'est le partage. L'éducation, c'est l'engagement bénévole. L'éducation, c'est aussi l'engagement professionnel. Donc voilà, je crois avant tout à l'éducation pour que chacun puisse être acteur, en fait, de sa vie. Voilà. Et je remercie vraiment le débrief de l'apéro de Noël avec ma sœur, mon papa, ma maman et Anthony, parce que au début, je ne savais pas, on savait que tu allais me poser cette question, et je ne savais pas quoi répondre à cette question. Donc là, tout est plus clair. Oui. C'est une histoire d'équipe, une fois de plus. Mais quitte à me faire l'avocat du diable, les valeurs de la JCE, on est tous d'accord.
Genre, c'est un idéal qu'on peut que poursuivre. Mais est-ce que toi, t'es optimiste? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Qu'est-ce qui te donne espoir et envie de continuer à aller de l'avant parce que c'est parfois ingrat de s'engager pour le collectif et qu'il y a de quoi désespérer de certains jours? Oui. Des fois, on se lève, on se dit waouh, on part de loin. On part de très très loin. Après, effectivement, c'est un idéal, même si je pense que cet idéal, aujourd'hui, tout le monde ne s'y retrouve pas. Et puis, on voit des personnes qui l'affirment de plus en plus, ne pas se retrouver dans cet idéal-là. Donc déjà, c'est de fédérer autour de cet idéal des jeunes, parce que le seul critère, il faut avoir entre 18 et 40 ans. Et puis, c'est un peu la théorie du colibri, la jeune chambre économique française. Si tu commences à agir devant ta porte, c'est un impact local qui, avec la puissance d'un maillage territorial, va devenir une ambition nationale, voire internationale. La journée universelle des droits de l'enfant, c'est un projet jeune chambre économique française. Et c'est parti d'une ambition très très locale, de mettre en avant les droits de l'enfant lors d'un événement local. Et puis en fait, ça a été porté par la jeune chambre économique française, et puis après, ça a été discuté à l'ONU. Et c'est comme ça que cette journée. Donc moi, je crois en ça, en des exemples très concrets. Alors ça change pas la face du monde un jour, mais ça permet de préserver des valeurs. Et puis la théorie du colibri, chacun a un petit truc à faire, et les petits trucs cumulés, ça fait des grandes choses. Je crois surtout à ça. Mais je pense qu'aussi aujourd'hui, cet idéal, même si il regroupe une très très grande, la plus grande majorité des gens qui composent notre terre, mais aujourd'hui il y en a de plus en plus qui, par leurs actes, montrent qu'en fait cet idéal, ils y croient plus, ou ils en sont pas les partisans. Nous, on a tendance à dire qu'on est les artisans de la paix à la jeune chambre, parce qu'en fait, si tu commences à contribuer au mieux vivre ensemble au niveau local, si tu vis bien chez toi, bien entouré de gens qui sont différents, en fait, c'est qu'à reproduire à échelle de plus en plus haute, et puis tu tends vers une paix qui est un peu plus universelle et durable. Est-ce que je dis une bêtise, mais la JCI a eu un siège à l'ONU? Nous avons un siège consultatif. Consultatif, okay. À l'ONU, à côté des pays, effectivement, qui est assuré par des représentants de JCI, voilà. Donc, on tend aussi à ça. Et puis, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience internationale au niveau de JCI, mais j'ai eu la chance d'être choisie comme la représentante de la France pour 2023 pour la Japan Academy, qui est une académie qui se passe au Japon, JCI, pour tous les futurs, normalement, qui préparent à la présidence nationale les futurs candidats. Et là, on s'est retrouvés sans nationalité, 15 jours, à vivre en sous-groupe. Donc moi, mon sous-groupe, il était composé de 4 Japonais, parce que c'est au Japon, donc c'est à peu près 50-50. 4 Japonais, un représentant de la Guinée, une représentante de la Lettonie, et moi. Et donc, au début, on nous demande de définir quel est l'objectif pour votre organisation nationale, ou pour votre pays plus largement. Donc, il y a la Lettonne qui arrive, Sandra, et qui nous dit ah, mais pour moi, c'est arrêter la corruption dans mon pays. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire en Lettonie. Il y a de la corruption partout. Il y a Sékou de Guinée qui arrive, qui dit mais moi, c'est pouvoir faire manger tout le monde. Manger qualitativement, zéro faim. C'est l'objectif de mon pays. T'as les Japonais qui arrivent, eux, qui sont 4, donc déjà un peu plus impressionnant, et qui arrivent avec un enjeu en nous disant, nous, l'enjeu, c'est le non-renouvellement des générations chez nous. Et toi, t'arrives, t'es française, et tu dis, ah ben moi, je veux une société qui soit plus durable, qui soit plus pérenne. Je veux que tout ce qui est développement durable, mais autant social qu'environnemental, ça soit aujourd'hui un leitmotiv pour tous, pour tendre à un pays plus vertueux. Et là, tu te dis, mais ma priorité, elle est zéro. Elle est zéro. Donc ça, c'est le premier travail qu'on nous fait faire. Et puis, un des derniers, c'est trouver quel est l'enjeu commun à tous. L'enjeu qui peut primer sur tous les autres, mais qui sera un enjeu collectif. Et donc là, on passe des nuits à trouver cet enjeu, parce qu'il y a la barrière de la langue, la barrière de la culture. Et puis là, on se dit comment je fais ça? Puis on réfléchit des nuits. En plus, c'est vrai, fatigué avec cette barrière. On parle tous pas forcément anglais parfaitement, donc même dans l'écoute, c'est compliqué. On est loin de chez nous.
de nos repères. Et puis, on se pose. Et je me rappelle, j'étais avec Sandra et un Japonais. Tous les trois, on était 3 derniers, les autres dormaient au pied du lit, sur le fauteuil. Puis on se dit, ça y est, on a. Tous les 3 au même moment. Et on se dit, qu'est-ce que c'est la paix. Parce qu'en fait, si demain dans ton pays, il n'est pas en paix, en France, ta société plus durable, plus pérenne, elle sert à rien. S'il n'y a pas la paix, en Lettonie, t'auras beau... la corruption, ça sera qu'un détail, en fait. Tu penseras pas manger, tu penseras te défendre en Guinée. Et puis, le renouvellement des générations, ça sera plus un sujet au Japon. Donc, quel est notre enjeu collectif? C'est la paix. Et c'est peut-être on travaille une paix par avoir une société plus durable en France, combattre la corruption en Lettonie, faire une fin zéro en Guinée et renouveler les générations au Japon. Voilà. Dénominateur commun. Ouais. Et qui, en fait, quand il y a cet enjeu-là alors aujourd'hui, il n'est pas quand même acquis dans tous les pays, même, faut se le dire, mais quand on a la chance de vivre en paix, on peut avoir des préoccupations qui paraissent plus secondaires, en fait. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Lola. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast. Et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, parlez-en. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. À très bientôt. Non, parfait. Je suis désolée pour le bruit du chien. C'est pas grave, ça fait l'ambiance. J'ai toujours un chien, un chat, quelqu'un qui s'invite. C'est très bien. Tu diras Seriga. Seriga. Capitale de la Lettonie, capitale de la prostitution. Non, c'est pas pour ça qu'on l'a appelé comme ça. J'arrête à ce moment-là.